Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Qu'est-ce que le Dzogchen, nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bonjour et bienvenue au podcast de Dzogchen Today dans cette série Qu'est-ce que le Dzogchen? Et donc nous accueillons pour ce faire Philippe Cornu, bonjour, Bonjour. et Grégoire Langouet. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce dixième épisode de la grande perfection. Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le chemin, singulier ou pas, du Dzogchen, de cette grande perfection. Donc, je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une série de 3, donc c'est le 3e et dernier. Donc, je vous invite à écouter les 2 précédents sur lesquels nous avons abordé les spécificités du chemin et également les motivations pour démarrer un tel chemin. Donc, aujourd'hui, nous nous intéressons aux caractéristiques, donc au chemin singulier de la grande perfection. Et donc, je vais introduire nos invités pour les personnes qui ne le connaissent pas déjà. Philippe, donc vous êtes professeur en sciences des religions à l'Université catholique de Louvain en Belgique, où vous enseignez le bouddhisme. Vous êtes également auteur et traducteur du tibétain. Oui, tout à fait. Tant mieux, je ne me trompe pas au moins. Grégoire Langouet est doctorant. Enchanté. Enchanté, rebonjour. Et vous êtes doctorant à l'Université catholique de Louvain, après avoir étudié la philosophie et les sciences des religions, et vous êtes co-éditeur de la maison d'édition Vue de l'Esprit, et également traducteur du tibétain. C'est exact. On s'entraîne pour le tibétain. Tant mieux. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, sans transition, je vous propose de démarrer ce podcast avec la première question sur les spécificités du chemin, parce qu'aujourd'hui, donc, on voit qu'il y a beaucoup de propositions de spiritualité en tout genre, qui sont accessibles pour tous les supports possibles et imaginables. Et on retrouve également, bien sûr, les propositions des grandes traditions de l'humanité. Est-ce que pour nous y retrouver, est-ce que vous pourriez clarifier les spécificités du chemin de la grande perfection, donc le Dzogchen, notamment par rapport à d'autres grandes traditions? On va essayer de donner peut-être certaines de ces caractéristiques, juste en rappelant au départ que, de façon générale, le chemin de la grande perfection mène à notre nature la plus profonde, à la nature primordiale de notre esprit ou de la réalité, et que ce chemin est une façon de le dévoiler, parce qu'il a toujours déjà été présent, et donc petit à petit on va raffiner notre vision ou notre vue sur cette nature primordiale, ce vers quoi on se dirige. Et que ce chemin, on peut à un certain niveau le décrire avec des étapes préliminaires, des étapes principales, des étapes d'achèvement, avec certains types de pratiques dont vous avez peut-être déjà parlé ou dont on parlera par la suite. Avec au départ, on appelle ça la séparation du samsara ou du nirvana, ou la séparation de l'errance cyclique et de son au-delà, le Kordé Rouchen tibétain, puis les pratiques dites principales que les gens connaissent peut-être le plus à propos du Dzogchen, qui sont celles de Trekchö et de Tsogyal, à partir de l'aspect cardinal sur ce chemin, qui est l'introduction à la nature de l'esprit, qu'on va continuellement répéter. Ça peut être une façon de présenter qui peut sembler graduelle, avec des étapes, mais ça, j'ai l'impression qu'on pourrait le trouver, on en rediscutera après, dans d'autres grandes traditions. Et peut-être qu'une des spécificités du chemin Dzogchen, c'est qu'il est vraiment radical, direct, abrupt, au sens où il s'agit de continuellement répéter cette introduction à la nature de l'esprit qu'on a reçue de la part du maître. Donc l'aspect du maître, on y reviendra également. Donc ce chemin abrupt, il est même, pourrait-on dire, un non-chemin, une absence de chemin, au sens où une fois que cette introduction a été reçue, répétée, lorsqu'elle est définitivement stabilisée, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc paradoxalement, le chemin n'est pas, ou n'aura pas été, on pourrait dire, une forme d'illusion du chemin qui est un peu un non-chemin, qui nous aura amené là où on a toujours été, où on était toujours déjà, que l'on a finalement reconnu. Donc ça, c'est peut-être une des caractéristiques de ce chemin Dzogchen par rapport à d'autres grandes traditions. Et puis, en discutant avec des amis, par exemple chrétiens, musulmans, bouddhistes parfois, ou d'autres traditions indiennes, ce qu'ils m'ont dit à plusieurs reprises, lorsqu'on pouvait en parler de façon un peu informelle, c'est qu'ils voyaient dans le chemin Dzogchen quelque chose qui semblait extrêmement structuré. Il y a plein d'étapes, les 3 ceci, les 5 machins. Il semble que tout le monde passe par ces étapes, que c'est vraiment bien balisé, qu'il y a des signes, des expériences, et qu'avec ça, en plus, il y a une pléthore de méthodes, de techniques pour actualiser ça, et puis beaucoup de connaissances, d'études. Et ça, c'est pas forcément le cas dans
toutes les grandes traditions, en tout cas dans certaines lignées d'autres traditions dont on a pu me parler. Aussi bien dans une présentation graduelle, comme vous avez dit, que dans une présentation plus radicale, on retrouve les mêmes structures, enfin le même type de structuration, la même quantité de structuration? Non, dans l'aspect graduel, il me semble que ça sera beaucoup plus complexe. Donc il y a une forme de développement au sens de complexification, de gradualisation des différentes étapes, du nombre de méthodes, et que ça c'est peut-être un chemin plus préparatoire, donc qui a été mêlé historiquement via le bouddhisme à la tradition Dzogchen. Donc il y a des lignées qui sont liées aux deux, donc au bouddhisme Vajrayana du monde tibétain et au Dzogchen. Mais si on parle plus proprement du chemin ou du non-chemin Dzogchen, là c'est beaucoup plus radical, beaucoup plus direct, beaucoup plus simple. Oui, Philippe. Oui, il faudrait aussi, à côté de cette complexité possible, il y a aussi un chemin beaucoup plus simple. Par exemple, au Tibet, parfois, on a eu des très grands pratiquants qui n'étaient que des bergers et qui n'avaient aucune éducation. Donc, il y a aussi la place à un accès direct et qui, lui, est quand même très simple à ce moment-là. Alors, il s'agit de recevoir les instructions, de recevoir l'introduction, de recevoir les instructions, de les appliquer. Et ça, c'est le chemin vraiment des yogis. Donc, bien sûr qu'il y a celui qui est érudit et qui est yogi en même temps, parce que de toute façon, un érudit qui ne fait que de l'érudition n'est pas sur le chemin du Dzogchen. Mais par contre, il y a aussi la possibilité d'un chemin très direct et très simple. Ça, il faut le souligner. C'est pas, mais simple ne veut pas dire facile, non. Exactement. Et donc il y a l'aspect du maître dont on a parlé, vous avez dû parler dans d'autres épisodes. Évidemment. Qui est plus ou moins important. Enfin, de base, les autres grandes traditions, moi je n'en parle que de façon externe, donc il faudrait inviter, faire parler les gens qui sont inscrits sur ces chemins pour vraiment savoir ce qu'il en est, parce que je pense qu'il y a plein de choses très 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 différentes, même dans une même tradition, si on parle de l'islam soufi, de ce que j'ai pu un petit peu en percevoir, il y a plein de façons très différentes. Il y a des gens qui vont mettre l'accent sur un aspect très radical, très direct, et d'autres qui vont faire beaucoup d'études avec un chemin très structuré, donc c'est vraiment très varié dans cette seule tradition. Mais le maître, me semble-t-il, est absolument cardinal. Alors c'est pas un maître forcément sous forme humaine dans le Dzogchen, mais c'est quelque chose qui est absolument central et cardinal pour pouvoir arpenter un chemin Dzogchen. C'est peut-être pas le cas, mais je ne sais pas exactement, dans d'autres traditions. Et puis un dernier aspect, ce serait pas le chemin en lui-même, mais le résultat du chemin, qui s'appelle le corps d'arc-en-ciel, Jalu. Et ça, je suis pas certain qu'on trouve ça dans beaucoup d'autres traditions, même si on a pu dire que le grand sauveur de l'Occident de la tradition chrétienne, donc Jésus, le Christ, pourrait avoir réalisé un type, peut-être, de corps d'arc-en-ciel. Mais ça semble quand même un résultat assez spécifique du chemin Dzogchen. Il peut y avoir des phénomènes semblables, mais qui ne sont pas forcément identiques dans d'autres traditions. Parce que c'est quand même le résultat d'un chemin bien spécifique, en effet, qui est celui du Dzogchen. Et justement, ce sujet-là, on a parlé des aspects spécifiques, directs, des aspects directs, du coup, simples et immédiats, donc du chemin ou du non-chemin Dzogchen, du chemin illusoire de la grande perfection. Est-ce qu'il y a des spécificités sur les méthodes pour appliquer ce chemin, pour parcourir ce chemin, pardon? La spécificité, je dirais, essentielle, c'est ce qu'on appelle la liberté naturelle. La liberté naturelle, alors on dit souvent auto-libération des phénomènes, des pensées, des émotions, mais ça veut dire qu'on est dans la vue. C'est-à-dire que si la vue n'a pas été introduite, il est impossible de laisser les phénomènes se libérer d'eux-mêmes. Si on est dans la vue, on est au sein de la base fondamentale, qui est dénuée de caractéristiques. Et c'est du sein de cette base que s'élèvent tous les phénomènes qui agitent notre esprit habituellement, qui nous emportent, les émotions, les pensées, les images mentales. Et cela, en fait, on apprend juste à demeurer dans cette base et les choses se libèrent naturellement. Ça, c'est vraiment une très grande spécificité du Dzogchen. On peut parler de méthode à ce moment-là, justement, spécifique? Oui, c'est une méthode qui, en même temps, paradoxalement, est une non-méthode. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu cet aspect-là? Un chemin qui est un non-chemin. Oui, c'est-à-dire demeurer simplement dans cette base fait que les choses se libèrent naturellement parce qu'elles ont toujours été libres. De ce point de vue. Si on est emporté par les phénomènes, alors là, on se bat avec les phénomènes
Et c'est en fait des chemins plus ordinaires où il faut purifier, transformer, euh, modifier en quelque sorte l'accès à la réalité qu'on a habituellement pour pouvoir accéder à quelque chose d'au-delà. Là, non, les choses sont là naturellement, libres d'elles-mêmes quand on est au sein de cette nature. Après, cet aspect de non-pratique, il intervient lorsque l'introduction à la nature de l'esprit est réalisée de façon définitive. À ce moment-là, c'est vraiment l'auto-libération continuelle ou la liberté naturelle, comme tu préfères dire, de façon continuelle. Et il y a une absence totale d'effort. Donc, c'est une pleine spontanéité. Voilà. Mais avant ça, il y a de l'effort. Voilà. Il a peut-être fallu faire pas mal d'efforts avant d'arriver à se préparer en fait à ce chemin du non-effort. Ne serait-ce que par exemple le fait que très souvent on manque de concentration et que donc il faut s'entraîner déjà à être concentré. Et puis ensuite il faut s'habituer à cette base, à retourner dans la base une fois qu'on a reçu l'introduction. Et ça c'est tout le travail de la méditation. Et c'est seulement quand on est dans l'aspect de contemplation, c'est-à-dire que cette méditation devient naturelle, c'est-à-dire on est en accès à la base constamment, et les choses qui s'élèvent se libèrent. Voilà. Et on peut utiliser des formes ou pas de forme, dans le sens n'importe quelle forme, c'est-à-dire on peut utiliser une prière, peut-être un rituel, sous dans les aspects préparatoires, mais ultimement, dans l'aspect dont Philippe tu parlais, il n'y a pas de forme spécifique à partir desquelles pratiquer. Toutes les formes, tout ce qui apparaît sont support de la pratique potentiellement. Oui. Tout peut être un rappel de la nature fondamentale. Et est-ce qu'on peut à ce moment dire, je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, Grégoire, sur le rôle du maître et des instructions. Est-ce qu'on peut à ce moment dire que les instructions de l'enseignant, nous, quelle que soit la forme qu'il est, nous rappellent, nous permettent justement de demeurer au sein de cette base, de ce résultat? Oui, parce que c'est un peu comme si on avait une montre très compliquée. On reçoit une montre très compliquée avec un énorme mode d'emploi. C'est compliqué, franchement, à lire tout ça, etc. C'est fatigant. Enfin, on laisse tomber la montre, quoi. Là, s'il y a quelqu'un qui vous dit, qui a déjà cette montre et qui vous montre les trucs directs, tout simples, c'est ça en fait, les instructions qui vous permettent à ce moment-là d'appliquer directement. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus simple de suivre les instructions précisément parce que finalement, ce sont des raccourcis vers cette nature. Du coup, merci beaucoup. Ça nous amène à la troisième question parce que naturellement, on a parlé de la mise en pratique et des instructions pour mettre en pratique ce chemin direct. Vous avez parlé, Philippe, aussi de cet aspect de libération naturelle qui était peut-être la clé, la spécificité de cette pratique de la grande perfection. Comment ça s'intègre en fait dans les actions du quotidien? Comment on peut réussir à intégrer cette vue et maintenir cette introduction, si on peut dire qu'on maintient cette introduction ou pas, dans la conduite au quotidien? Si cette introduction est parfaitement tenue, stabilisée, ça s'intègre très bien à tout, absolument tout. Donc il n'y a pas de séparation entre quelque chose qui viendrait avant, quelque chose qui viendrait après, quelque chose qui aurait intégré ou quelque chose qui serait pas déjà intégré. Tout ce qui se manifeste, le jour et la nuit, est la continuité, la répétition naturelle de cette introduction à la nature de l'esprit. Et à ce moment-là, il n'y a pas de conduite particulière à tenir, de choses à faire ou de choses à ne pas faire. Absolument tout, si c'est auto-libéré, et la continuation de l'introduction à la nature de l'esprit. Et à ce moment-là, il n'y a pas de choses spécifiques à faire, et de choses spécifiques à pas faire. Il n'y a pas un code de conduite du Dzogchenpa, enfin du pratiquant ou de la pratiquante du Dzogchen, à ce moment-là. Donc on ne peut pas identifier d'un point de vue extérieur, on ne peut pas repérer les pratiquants de Dzogchen? Ah si, mais disons que simplement... Ils ont des t-shirts. Et des casquettes Dzogchen Today. Les pins bientôt vont arriver. Non, ce qu'il y a, c'est surtout que quand on est sur le chemin, il y a des moments où on est dans cette nature et tout se fait naturellement et tout est intégré naturellement. Puis il y a des moments où on en sort tant que c'est pas stabilisé. Même s'il y a eu une introduction, il faut le temps de la stabiliser. Et ce qui est conseillé dans les enseignements, c'est d'avoir le comportement, la conduite du bodhisattva dans ce cas-là, c'est-à-dire de l'être d'éveil, qui est au service des êtres, tout simplement. Et
Quand, par contre, la vue est complètement établie, alors le comportement n'est plus... il peut être paradoxal parfois. Parce que, finalement, C'est paradoxal dans le sens, il ne représente. il est tout à fait naturel, quoi. Et naturel, ça veut dire très spontané. Mhm. Et des fois, ça peut un peu surprendre, mais ce n'est jamais au détriment des êtres. Mhm. Hein, ça, c'est extrêmement important, parce que ça provient du fait d'être ancré dans cette base. Mhm. Voilà. Et donc là, effectivement, les conventions, etc., ne sont plus aussi importantes. Mais tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, évidemment, ça serait une énorme erreur que de se comporter d'une manière libre, etc. Non-convention, par exemple. Voilà. Mais tu veux dire que c'est pas forcément quelqu'un qui apparaît comme absolument gentil, doux, dans une forme peut-être un peu mièvre en toutes circonstances, qui semble faire le bien aux autres. C'est ça que tu veux dire en partie? Il va simplement épouser les circonstances. Et les circonstances ne l'affectent pas. Mais lui, il va être au service des êtres, de toute façon. Donc, il va faire ce qu'il faut à ce moment-là. Et parfois, vu de quelqu'un d'autre, ça peut paraître bizarre, ça peut être un peu choquant, mais c'est jamais au détriment. Hein, c'est toujours, c'est une action qui est pure. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Une action pure ne peut pas être au détriment des autres. Et lorsque cet être qui est peut-être plus un être comme on l'entend habituellement, qui est plus un être ordinaire, donc Philippe t'a dit que c'était un être d'éveil, un bodhisattva, à ce moment-là, il se trouve de façon continuelle dans ce qu'on appelle de façon un peu technique la contemplation. Ça, c'est l'état continuel dans lequel il se trouve. Et il y a une forme de radiance, de rayonnement naturel, spontané qui peut émaner de lui et qui peut être reconnu ou pas reconnu par certaines personnes, qui peuvent entrer en résonance avec lui ou non. Plein de gens peuvent ne pas avoir ça, et puis d'autres personnes qui sont peut-être liées à cette tradition, peut-être liées à cet être qui est plus seulement un être, à ce moment-là peuvent le reconnaître. Et du coup, justement, auriez-vous des exemples historiques, par exemple, de la vie de quelques grands pratiquants Dzogchen qui pourraient illustrer à la fois le chemin de la grande perfection et sa conduite, enfin son quotidien? Des exemples, il y en a de toute la lignée. En fait, depuis le démarrage du Dzogchen, enfin, on peut remonter à Garab Dorje, qui est le premier maître humain du Dzogchen, mais plus proche de nous quand même, parce que c'est quand même plus... Et puis j'ai eu la chance d'en rencontrer. J'ai rencontré des maîtres, disons, contemporains, qui sont généralement maintenant partis, mais qui, comme Dilgo Khyentse Rinpoche ou Dudjom Rinpoche, et qui étaient des êtres vraiment extrêmement naturels. C'est-à-dire vraiment très simples dans leur mode de vie, dans leur comportement, mais il y avait quelque chose de parfaitement stable, détendu, ouvert, incroyablement présent. Et sans aucune espèce d'aspérité, mais en même temps une très grande présence. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est cool au sens ordinaire du terme. C'est vraiment, ça part de ce rayonnement de présence. Une force aussi, peut-être? Ah oui, une force incroyable. Ça se répand vraiment autour d'eux. Et ça inspire véritablement le respect, et plus que le respect, ce qu'on appelle la dévotion, qui est une espèce de reconnaissance et une aspiration à imiter ces êtres. Hein, c'est là aussi où ils ont ce rôle de maître et de guide. Grégoire, vous avez des exemples? Oui, il y a pas mal de choses qui résonnent avec ce que Philippe vient de dire, mais moi je citerai pas des noms en particulier parce que je pense plutôt à des enseignants, enseignantes qui sont encore vivants, qui sont encore présents aujourd'hui sur cette terre, qui enseignent, avec lesquels on peut être en lien direct. Et donc évidemment, il y a l'aspect de détente qui peut être présent, d'extrême vastitude, d'immensité qu'on peut ressentir en leur présence, allié à une très très grande force. Donc toi, tu as dit présence, je sais plus, ni c'est vous qui avez dit force aussi. Puissance qui est là. Il y a un aspect absolument simple et aussi quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que dans leur authenticité, ils sont toujours, même d'un aspect un peu externe, on pourrait dire, totalement singuliers. Il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, de bonne manière d'être un Dzogchenpa, Dzogchenma, homme ou femme, mais qu'à chaque fois, comme il y a un déploiement spontané de leur qualité, Ce ne sont pas des clones, quoi. Ce ne sont pas du tout des clones. Et à chaque fois, ça me frappait dans la manière d'enseigner, dans la forme qu'ils peuvent prendre, dans la façon dont ils se relient aux êtres. Il y a quelques caractéristiques communes, mais il y a quand même une très très grande différence dans leur manière d'apparaître. Et puis aussi leur activité qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables
d'être présent dans n'importe quel type d'activité et d'une manière à l'aise. Mhm. Ça, c'est vraiment très frappant. Et d'autres choses qui me frappaient aussi, c'est bon, on peut écouter des professeurs d'université, des gens qui connaissent plein de choses, mais au bout d'un temps, toujours, on est un peu lassé, quoi. Ils donnent des informations, c'est plus trop intéressant. Donc, même si on est fan de tel auteur ou tel je ne sais quoi, au bout d'un temps, ça s'essouffle un peu. Et que là, avec ce type d'êtres, si on peut les appeler ainsi, il y a quelque chose qui s'essouffle pas, en fait. On peut les écouter presque quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, de quoi qu'ils parlent, il y a quelque chose qui, en tout cas pour certaines personnes, c'était peut-être parfois mon cas, fait que on a envie de rester juste là à écouter. Et le contenu importe pas tant, et on ne se lasse pas avec le temps qui passe, quoi. C'est comme scroller sur Instagram, quoi. Exactement, le meilleur maître de Dzogchen. Et c'est vrai que ce sont des incroyables stimulants dans le sens où ça nous pousse en quelque sorte sur le chemin. C'est vraiment, c'est très inspirant, quoi. Voilà. Puis un autre truc, je sais pas si ça t'est arrivé déjà, Philippe, mais c'est aussi l'aspect paradoxal, on va dire, de très grande proximité et de très grande distance. Ça peut être extrêmement proche de soi et en même temps, c'est absolument, on peut s'accrocher sur rien. Donc ça semble, extrêmement vaste, ouvert. Il y a rien qu'on peut attraper, quoi. Et les deux sont là Typiquement, le présents. regard, par exemple. Et voilà. Moi, je me souviens d'avoir voulu prendre un de ces maîtres comme ça en photo. Il m'a regardé à ce moment-là, à travers l'appareil photo. J'ai eu l'impression d'être complètement nu et plus du tout moi-même. Et j'ai pas pu prendre la photo tellement j'étais. Et c'est un regard tellement direct que c'est au-delà même du regard humain habituel. C'est un regard de la présence à la présence. Ça m'évoque ce que vous m'évoquez, m'a évoqué ce qu'on avait abordé dans un précédent épisode sur la base du Dzogchen. Presque, on a l'impression de ce que vous décrivez, que ce sont les caractéristiques de la base du Dzogchen qui sont manifestes Manifestés, oui. naturellement dans ces enseignants-là, ces exemples-là, ces êtres-là. Et je confirme que les expériences par le regard, par les Ça yeux, marche très bien. On reparlera certainement dans un prochain épisode sur les moyens et sur l'enseignant, le rôle d'un enseignant et puis les moyens à sa disposition. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci, un grand plaisir. Philippe, et merci Grégoire d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Avec un grand plaisir. Ce troisième et dernier épisode de cette série consacrée aux spécificités et à la motivation du chemin de la grande perfection. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.